parler de narration, tiens, de besoin de faire récit collectivement, parce que ça fait partie, et c'est aussi évidemment, les sujets que nous avons abordés avec nos jeunes étudiants à l'instant, sur la question de la transmission des valeurs, et comment est-ce qu'on construit, comment est-ce qu'on tisse, comment est-ce qu'on conjugue cette narration industrielle. Je voudrais qu'on en parle avec nos deux prochains témoins, récits sur la souveraineté industrielle et son impact sociologique. Merci d'accueillir chaleureusement Grégoire Courdet et Sophie Bretéché. Bonjour à tous les deux, très très heureux de vous accueillir sur cette magnifique scène de la Cité des Congrès, 3e édition de Ride. Vous avez été évidemment particulièrement attentive et attentif à nos échanges. Ravi de partager la scène donc avec vous, Sophie Bretéché, professeure à l'IMT Atlantique. Grégoire Courdet, directeur général de The New One. Vous êtes une agence qui accompagne, agence de conseil qui accompagne bien sûr les entreprises, les organisations et spécialisée d'ailleurs sur les sujets industriels. Donc on est très content de vous avoir avec nous. Depuis ce matin, on parle de souveraineté d'ailleurs sous toutes ses formes, industrie, énergétique, technologique ou encore stratégique. Derrière les usines, derrière les organisations, il y a peut-être effectivement des histoires à raconter. On va les partager ensemble avec vous. Et Sophie, je voudrais qu'on commence d'ailleurs ensemble. On a longtemps considéré d'ailleurs que les jeunes générations, tiens, elles sont là, vous avez été particulièrement évidemment sensibles à ce qui a été dit, se détourner de l'industrie, que nenni. Voilà, elles prouvent le contraire, pardon. Et vos travaux aussi et vos études récentes semblent raconter peut-être une autre histoire. Que nous disent, selon vous, selon vos études, les jeunes sur leur rapport à l'industrie et à la souveraineté? Oui, alors concernant ces jeunes générations, on l'a évoqué, je pense que les témoignages de l'atelier précédent l'évoquaient, on a un tournant dans leur présentation que les jeunes peuvent avoir de l'industrie. Et notamment lorsqu'ils font le rapprochement, on l'a vu, entre souveraineté et industrie. Alors il y a un an, Michel Viviorca disait dans Ouest France que finalement la notion de souveraineté connaissait une nouvelle jeunesse. Effectivement, ma génération s'intéressait peu finalement à ces questions de souveraineté. Et en fait, cette association souveraineté et industrie, elle est assez emblématique, comme la façon en fait, dont cette nouvelle génération se tourne vers des secteurs finalement qui n'étaient pas plébiscités précédemment. Alors, on se penche beaucoup sur les représentations de notre jeunesse vis-à-vis de l'industrie. Et à raison, d'ici 2030, on estime que 360 000 départs à la retraite vont avoir lieu dans l'industrie. On retrouve ces enjeux de transmission et de représentation de la jeunesse vis-à-vis de l'industrie. Et ce qui est assez remarquable dans cette génération, je le précise, je pense qu'on évoquait tout à l'heure la protection et le risque. Cette génération a vécu dans sa chair deux choses. Bien évidemment, le Covid avec la pénurie de biens de production, y compris des biens alimentaires. Et elle a connu aussi la guerre aux portes de l'Europe. Donc c'est une génération qui a expérimenté finalement la notion de souveraineté et la notion de défense, de protection, comme ils l'ont très bien exprimé. Ce tournant majeur, en fait, il fait que la jeune génération se tourne vers des secteurs inédits. Alors, je m'appuie sur un sondage, je disais qu'on sonde beaucoup les représentations de la jeunesse. Le dernier sondage en date, c'est celui de l'usine Nouvelle, en octobre 2025, qui voyait un regain d'intérêt complètement inédit, en fait, pour trois secteurs très stratégiques. L'énergie, et parmi l'énergie nucléaire. Moi qui suis dans une école d'ingénieurs à IMT Atlantique, où on façonne les ingénieurs du nucléaire, je peux vous dire qu'il y a encore une dizaine d'années, cette filière attirait peu. Il y a un renouveau en fait en termes d'intérêt de la filière nucléaire, je disais de la filière énergétique au sens large. Également regain d'intérêt pour la filière défense, et notamment les filles qui s'intéressent à la filière défense. C'est aussi des constats avérés. Et puis l'industrie pharmaceutique, que ma génération, à une époque, pouvait trouver polluante. Donc on trouve aussi ces trois secteurs, entre guillemets, d'intérêt stratégique qui sont plébiscités parmi les jeunes générations. Je terminerai juste peut-être sur quand on sonde toujours la jeunesse, on a des choses intéressantes puisqu'on leur demande en fait quelles sont les figures emblématiques. Alors, vous avez en première figure emblématique, bien évidemment, Elon Musk. La deuxième figure emblématique, c'est Bernard Arnault. Et la troisième figure emblématique, c'est Emmanuel Macron. Comme quoi, cette génération, quand même, a sans doute été marquée par son expérience Covid, avec ce discours politique de mobilisation générale post-Covid,
voilà, mobiliser votre génération, il faut produire, il faut que les forces morales, les forces vives soient tournées vers la production. Donc on voit bien la trace en fait laissée par cette expérience vécue auprès des jeunes générations. Au-delà justement peut-être alors d'ailleurs de ces exemples, de ces chiffres, des technologies que vous évoquez, est-ce qu'on n'a pas une question aussi de déficit de récit finalement, et comment est-ce qu'on va mieux transmettre concrètement l'expérience de ces métiers, des savoir-faire, des ateliers qu'on a évoqués ensemble, des femmes et des hommes engagés sur ces évidemment métiers-là dès la formation initiale? Est-ce qu'on doit construire enfin une culture industrielle qui fasse commun, qui fasse en tout cas, qui donne envie et qui embarque cette génération notamment? Oui, ce qui m'a frappé dans le témoignage précédemment, dans les questions « Pourquoi est-ce que tu es venu dans l'industrie ?» à ce métier-là, c'était de ma famille. Et ça rejoint tout voilà, ce que j'évoquais en fait sur les ruptures en fait générationnelles. On a une génération qui manque de récit, mais qui passe aussi par le récit familial, ce qu'on se transmet en fait dans la famille sur son expérience de l'industrie. Et puis l'industrie est partie des territoires, notamment des territoires ruraux, les abattoirs, les usines de chaussures, si je prends les territoires de l'Ouest. Donc on a eu une rupture, et en fait si on a des discours sur l'industrie, on manque encore de récits d'histoire sur l'industrie. Moi, ce qui me frappe toujours, c'est que les romans qui sont consacrés à l'industrie, alors il y a Les Vivants et les Morts, c'est Gérard Mordillat, qui il y a 20 ans disait que l'usine fermait, c'était un drame social. Et puis on a eu aussi La Centrale, qui n'est pas forcément un roman très joyeux, pour ceux qui l'ont lu, que je recommande, mais qui n'est pas très heureux. Donc on n'a pas des histoires en fait industrielles, et ça manque d'incarnation. Un des points sur lequel je fais travailler mes ingénieurs en apprentissage à l'école, je vois bien quand on leur parle, par exemple, ceux qui sont dans l'industrie et qui sont à la manœuvre sur la transformation digitale, des fois on a des discours un peu creux. Je développe des outils, KPI, etc., des indicateurs de productivité, l'IA, etc. Mais quand on leur demande, en fait, qu'est-ce que tu vis dans l'industrie? Et il y a un exercice que je leur fais faire, en fait, c'est un atelier d'écriture. Écris-moi un métier. Va interroger un soudeur, un chaudronnier, et fais-moi le récit de l'expérience de travail. On a des tout autres récits incarnés, et on a aussi un récit de transmission. Ça paraît complètement, alors rassurez-vous, on ne fait pas café sociaux à IMT Atlantique, mais j'apprends aux élèves ingénieurs à mettre un point zéro à un métier à un temps donné, puisque c'est l'ingénieur qui sera à la manœuvre pour faire évoluer ce métier. On parle beaucoup, tout à l'heure, on a évoqué la transformation, on parle beaucoup de technologie. On parle un petit peu moins d'évolution des organisations et des métiers. C'est un point central, et les récits d'incarnation finalement de ces métiers me semblent essentiels. Je regarde Stéphane Klein, j'ai travaillé pendant 10 ans dans le conseil scientifique de Naval Group. Quand on nous présentait, si je puis dire, la production, on nous présentait le sous-marin au départ en conseil scientifique. On nous présentait, mais on s'est fait la réflexion en disant « mais où sont vos métiers ?» Et j'ai vu, alors j'étais cette année, le dernier journal interne de Naval Group a mis la part belle au métier de traceur. C'est un métier que j'ai découvert, fantastique, 10 ans d'apprentissage pour le maîtriser, a présenté la soudure à l'arc dans le cadre des contrats export. Et en fait, ces récits, je le dis concrètement, ils nous manquent, tant et si bien que aussi on pratique à l'école. En fait, avec mes étudiants, j'écris des chroniques industrielles. J'écris le récit de la transformation telle qu'elle se vit dans les industries. Si vous mettez un algorithme pour optimiser, par exemple, les containers, eh bien forcément, ça va créer des ruptures, entre guillemets, de discussion entre la logistique, le commercial, ceux qui remplissent les containers. Et vous voyez bien que ça a des conséquences. Ces récits-là, c'est une bataille du quotidien dans la transformation. Et c'est des points qu'il faut absolument aborder. Je terminerai là-dessus. Ce n'est pas une nouveauté, ce n'est pas une innovation. En pleine période de transformation industrielle, les étudiants des écoles de mines, jeunes élèves ingénieurs aux mines de Paris, passaient 136 jours en entreprise. Globalement, on les envoyait en Allemagne. Et ils revenaient, en fait, avec leurs voyages métallurgiques, entre autres. Vous voyez, c'est intéressant. Où sont les voyages de nos zones, entre guillemets, de nos jeunes qui sont dans l'industrie? Écrivons ces voyages. C'est un appel que je lance, en tout cas, moi, aux industriels. Et pour avoir regardé ces carnets, entre guillemets, de voyage, c'est documenté. Vous avez là toute l'histoire industrielle qui est en train de se faire. C'est essentiel aussi pour retrouver la maîtrise du temps et du temps de la transformation.
Besoin d'une histoire contemporaine de l'industrie. À travers ces récits que vous évoquez, on a effectivement posé ce mot. Grégoire Courdet, vous expliquez-vous que l'industrie, dans le sillage de ce qu'a évoqué Sophie à l'instant, souffre finalement moins d'un déficit d'arguments que d'un déficit de récits. On l'a bien compris. Autrement dit, comment est-ce qu'on fait pour parler d'industrie sans parler de fermeture de sites, sans parler de restructuration et de licenciement, de pénurie, de crise, et que ça devienne à nouveau peut-être un moment de projection collective, de fierté, voire de désir. Effectivement, le sentiment qu'on a tous un peu partagé, c'est qu'on parle d'industrie souvent quand elle va mal, quand elle ferme, quand il y a un accident industriel. Je parle au niveau de la presse grand public, on va en parler entre nous. Et ce qu'il apparaît, donc moi, mon métier, c'est d'accompagner des entreprises à prendre la parole, à se raconter. Et se raconter, ça veut dire aussi, tout à l'heure, tu as commencé en disant, on va raconter des histoires. Peut-être qu'il ne faut pas raconter d'histoire, parce qu'on ne se raconte pas d'histoire, et l'industrie, c'est le lieu du concret et du réel. Donc justement, arrêtons de penser que communiquer, c'est raconter des histoires, inventer des récits, mais c'est peut-être juste de montrer la réalité. Et ça, je pense, pour répondre à ta question, c'est peut-être déjà de sortir d'une certaine culture de la discrétion qu'il peut y avoir dans l'industrie, qui a longtemps, je pense notamment aux PME ETI de territoire qu'on connaît parce qu'elles sont proches de nous, parce qu'elles ont structuré des territoires, mais on entend souvent « vivons heureux, vivons cachés ». Sauf qu'aujourd'hui, on est quand même dans un monde où tout est média, où on le voit très vite, tout se sait. Il y a peut-être une injonction à la transparence, soit la société s'invite chez vous. Et donc, peut-être pour refaire un désir d'industrie ou continuer à travailler, c'est que chacun à notre échelle de prendre la parole et construire des récits. Voilà, ça ne veut pas dire, c'est peut-être sortir un peu aussi de ce fantasme de la communication qui pense qu'il faut toujours parler très fort, beaucoup, partout. Parfois, c'est juste parler à la bonne personne, au bon moment, au bon endroit, avec les bons mots. Je rebondis aussi tout à l'heure, quand tu interrogeais les étudiants sur pourquoi, les premières choses, c'est ils vont regarder ce que vous faites. Et donc, pour qu'on puisse leur répondre, il faut qu'on puisse prendre la parole et leur donner les bons arguments, les bons outils, pour qu'ils puissent savoir où est-ce que votre industrie se positionne. Et juste peut-être prendre... l'industrie a cette force, c'est qu'elle a une histoire, c'est qu'elle a des chiffres, c'est qu'elle est implantée, c'est qu'elle a en général du chiffre d'affaires. Là où les startups ont été très fortes, c'est qu'elles arrivent à prendre la parole, mais j'ai rien contre les startups, au contraire, mais peut-être de s'inspirer un petit, enfin ou pas, je ne sais pas, prendre le contre-pied, mais elles ont pris très fort la parole sur des projections, sur des choses comme ça, là où l'industrie aurait, et on l'a encore entendu il n'y a pas très longtemps, en disant non mais moi je suis une petite industrie, on ne va pas m'écouter. Effectivement, si vous ne parlez pas, on ne vous entendra pas. Alors justement, on parle de ce récit ou de ce besoin de raconter et de parler au bon moment, aux bons endroits et de prendre la parole tout simplement, de sortir effectivement de cette intimité ou de ce vivons heureux, vivons cachés, vous l'avez dit. Ce mot de souveraineté, tiens, qu'on évoque depuis ce matin ensemble, il est aujourd'hui omniprésent, on en parle de plus en plus, beaucoup, on le torsade un petit peu, ce concept au besoin. Est-ce que le risque, c'est pas finalement d'en faire une espèce de mot valise où on y mettrait tout et n'importe quoi? Est-ce qu'il faut redéfinir un petit peu et reposer au centre, évidemment, de cet éditorial, ce mot souveraineté, de bien l'usiter? Oui, moi je me méfie un peu toujours des mots valises. Je ne sais pas si je vous dis impact, vous regarderez, on en parlait beaucoup à un certain moment, on n'en parle quasiment plus. Et la souveraineté, on est là aujourd'hui, donc ça permet de la définir. Je pense qu'on a tous une définition un petit peu différente. Mais là, c'est le communicant qui parle et je sais de quoi je parle parce que j'ai peut-être participé à mettre des mots et à les vider de leur sens. Donc faisons ensemble que la souveraineté ne soit pas juste un mot, mais bien un projet commun et on le voit bien. Et je reviens sur l'industrie du réel. La souveraineté, c'est réel et on le voit bien, on est rentré dedans. Par des pénuries, ce que disait Olivier Lanty ce matin, on voit bien le post-Covid où d'un coup tous on s'est rendu compte de nos dépenses, ce que l'industrie connaissait déjà. Les industriels n'ont rien découvert après le Covid. Moi, j'entendais des industriels avant qui disaient comment on a perdu les usines en France, comment on est dépendant, comment on a créé nos dépendances. Et quelque part, voilà, cette situation, elle était déjà très concrète. Donc on a pris connaissance, mais peut-être pour ne pas en faire juste un mot, montrer la réalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Et puis l'incarner. Tu parlais tout à l'heure des figures d'incarnation. En préparant et même en regardant globalement, et si vous regardez les médias, qui parle de l'industrie aujourd'hui? Ce sont des experts. Vous regardez Olivier Landy, je pense qu'il a son agenda qui est plein parce qu'il est tous les jours à la télé. Et donc, on va retrouver Olivier Landy, Anaïs Vegili, ce genre de choses. On va retrouver des dirigeants de grandes entreprises
Mais la PME, le TIC a aussi des choses à dire, qui doit montrer son utilité. Et je pense que c'est peut-être ça aussi, c'est de se dire à quoi on sert dans le réel. Et donc, faire émerger ces incarnations qui remplaceront les Elon Musk, ou qui ne remplaceront pas, en tout cas, qui pourront créer des discours alternatifs, des réalités de terrain. Je pense qu'aujourd'hui, c'est nécessaire pour justement ne pas vider ce terme souveraineté de son sens, mais au contraire, de bien montrer à quoi il correspond au plus près du terrain. Et lorsqu'on regarde justement les récits, on parle de sens, on va parler de cas très concrets avec vous, Sophie, dans cette histoire industrielle française, qu'il s'agisse du programme nucléaire, évidemment, qui fait la fierté énergétique de la France de l'après-guerre, ou du redressement des chantiers de l'Atlantique qui ont été évoqués dans les années 80, on retrouve toujours systématiquement un récit collectif puissant et mobilisateur. Qu'est-ce que ces grandes aventures industrielles et les récits et leurs récits associés nous disent finalement de cette société derrière un projet d'ailleurs et derrière un projet de souveraineté? Oui, alors on parlait tout à l'heure de filière. Moi, je me suis intéressée dans mes recherches aux premiers instants, à l'état naissance, si je puis dire, de la filière nucléaire. Et l'état naissance, c'est 1945. Et ce qui m'a intéressée plus particulièrement, c'est qu'on a une figure politique, De Gaulle, une organisation, le CEA, qui est créée de toutes pièces, Joliot-Curie, qui incarne l'excellence scientifique. Et puis, ça nous concerne, en fait, des territoires qui vont produire l'ouest de la France, puisqu'il y avait une division minière vendéenne, et le Limousin, qui sont à la manœuvre pour assurer l'indépendance énergétique. On produit de l'uranium sur le territoire français. Là, vous avez les ingrédients, finalement, de l'invention d'une filière, où on retrouve alors une figure scientifique, politique, les ingénieurs, et puis aussi les producteurs. Très singulier de l'ouest de la France, on n'a pas les compétences sur place. Donc, on va inventer de toutes pièces, si je puis dire, le métier de mineur de l'Ouest. Et on l'invente avec des chefs porions qui viennent de l'Est de la France, qui étaient eux-mêmes issus de l'immigration polonaise. Et on va apprivoiser finalement non seulement le travail de la mine, mais une matière qui est invisible et à risque. Et ce travail-là, en tout cas, moi, m'a beaucoup intéressé. J'ai rencontré alors les premiers mineurs, ils étaient nés dans les années 30. Je les ai interrogés il y a une quinzaine d'années. Et quand je leur disais qu'est-ce qui vous a intéressé, ils n'évoquaient pas l'industrie souveraine à l'époque, mais on travaillait pour De Gaulle en fait. On savait qu'on travaillait sous sceau du secret défense. Et nous qui étions des gars plutôt, ils me l'ont dit dans ces termes, des enfants d'agriculteurs, on a appris le métier de mineur. Et avec une activité, je l'évoquais, tout à fait à risque. Donc on voit aussi le projet, le destin national qui peut mobiliser, y compris l'invention d'un destin. Ça veut dire quoi? Que ces témoignages, notamment des mineurs de l'uranium ou des salariés d'ailleurs de chantier de l'Atlantique qu'on pourrait reprendre, ce qui fait sens, c'est un petit peu ce qu'on a entendu dans les témoignages de nos étudiants tout à l'heure, c'est finalement de contribuer à une œuvre collective qui dépasse évidemment le propre destin, le destin individuel. C'est ça qui peut faire sens et qui manque peut-être aujourd'hui dans les récits industriels, là où on n'a qu'une vision de performance, qu'une vision technologique. Il manque cette envie, ce travail et cette intelligence ou cette aventure collective qui pourrait faire sens. Oui, je pense aussi qu'il manque peut-être la traduction au niveau opérationnel aussi de la vision à certains moments. Moi, j'étais frappée que les mineurs en fait, connaissaient le contexte géopolitique avec les géologues, notamment, qui sillonnaient, qui cherchaient effectivement des gisants partout dans le monde, entre guillemets. Donc, ils avaient cette connaissance aussi sensible dans les discussions avec les géologues de l'intérêt stratégique de l'uranium. Ça, c'est le premier point. Et peut-être une deuxième période, vous m'autorisez? Oui, sur la période des chantiers de l'Atlantique. Autre tournant productif. Là, j'ai interrogé il y a 2 mois une trentaine d'anciens. Les chantiers de l'Atlantique, le tournant des années 80. L'industrie navale ferme à la Seine-sur-Mer, à la Ciotat. Du Bijon à Nantes ferme. Et en fait, les chantiers de l'Atlantique sont les restants. Et il y a une commande, la commande du siècle, le souverain des mers, en fait, qui est un bateau complètement inédit. Et en fait, au sein des chantiers, on se dit il faut produire ou périr. C'est-à-dire que c'est le bateau de la dernière chance. C'est un paquebot, alors que les chantiers de l'Atlantique précédemment faisaient des méthaniers, des porte-containers. Il faut le produire avec des savoir-faire qu'on a perdus. Le dernier paquebot similaire, c'était le France, qui avait été construit dans les années 60, 2000 passagers. Il avait été construit en 6 ans. Et celui-ci, il faut le A29, comme son nom de code, voilà, qu'il a été dénommé au chantier de l'Atlantique. Il faut le produire en 29 mois. Donc Paris complètement inédit, avec 2600 passagers.
Ce qui m'a aussi intéressée parmi les anciens, c'est qu'en fait, au-delà de la technologie, parce que c'est les prémices de la modélisation, les calculs par un élément fini, etc., c'est qu'on réinvente les modes de management. C'est-à-dire que le directeur dit « j'ai inventé la messe du mercredi midi ». Depuis le CODIR jusque dans l'atelier, on devait tous partager la même vision stratégique. Intérêt national, on sauve cette industrie. Et il m'a dit « j'ai réinventé les modes de management ». Les ingénieurs sont sortis de leur bureau d'études. C'est-à-dire que l'ingénieur contrat allait co-discuter avec le client et avec l'atelier. C'était la fin, si je le dis rapidement, du conflit de classe qui pouvait opposer ingénieurs et opérateurs, je le dis un petit peu brusquement. Mais une réinvention particulièrement inédite à ce moment-là. On parle de mobilisation générale au nom de l'intérêt du territoire, il faut sauver. Et ce bateau sera livré avec 15 jours d'avance. On parle beaucoup de transformation sous l'angle des technologies aujourd'hui, mais il y a aussi des transformations qui s'opèrent sous un mode managérial et organisationnel. Et je trouvais que cette époque était intéressante puisqu'elle perdure aujourd'hui dans ces innovations. Je ne vais pas développer, mais la cabine préface, c'est ce moment-là, la modélisation, c'est ce moment-là. Et en fait, qui feront vraiment une époque un peu de rupture où on se réinvente à nouveau avec cette injonction « produire ou périr ». Des projets évidemment industriels qui transgressent les appartenances aussi sociales, c'est important de le rappeler, et puis qui révolutionnent évidemment les façons managériales. Dans une économie, Grégoire, où la valeur est souvent et de plus en plus située sur l'immatériel, est-ce que cette question justement du retour au réel, au concret, à la matière, est-ce que l'industrie finalement dans sa fabrication justement même, dans son essence même de fabriquer du réel, peut être une occasion de renouer avec la réalité, avec le concret et faire sens pour nos étudiants, ces nouvelles générations? J'avais préparé, mais je suis un peu... Non, mais oui, je pense qu'on est... Enfin, c'est le rôle de l'industrie aujourd'hui de ramener au réel. Je pense que dans une société où on a perdu cette réalité de l'industrie, parce qu'une société qui s'est urbanisée, donc les usines se sont éloignées, les usines sont majoritairement en zone rurale. Et si on s'éloigne de ça, moi j'ai entendu les ouvriers, ça n'existe plus. Il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai entendu quelqu'un qui travaille dans l'administration de l'État nous dire il n'y a plus d'usines qui ouvrent en France. Alors il y en a moins. Mais moi, ce que je vois au quotidien, il y a quand même des industries qui se développent sur les territoires. On est tous, aujourd'hui encore, on voit qu'il y a une dynamique. Et donc, cette industrie a créé de la fierté. On l'a vu chez les jeunes tout à l'heure. C'est-à-dire, de cette fierté, on voit là sur le France Libre qui rappelle ce que tu viens d'exprimer, c'est-à-dire les grands projets, à un moment, on recrée de la fierté. Mais pour ça, il faut le porter. Donc il y a les grands projets qui créent de la fierté, puis il y a aussi les projets portés à l'échelle d'une entreprise. Quand une alternante, la fierté qu'elle avait de cette boîte de 11 personnes, c'est-à-dire je suis la seule fille, eh ben, il faut l'entendre, il faut le porter. Et il faut le porter pour montrer qu'à tous les échelons, je reviens sur l'utilité. À quoi on sert? C'est un peu bête de dire ça, mais que l'industrie montre à quoi elle sert. Alors, dans une perspective de souveraineté, on voit très bien. Mais si je reprends l'exemple de ce matin des data centers qui est au cœur de l'actualité, d'un coup, on a fait le lien. Tiens, effectivement, on a besoin de data centers. Et puis, ce matin, ça a été un peu abordé. Ça va prendre énormément d'énergie. Et donc, il va y avoir des conflits d'énergie à un moment. Il va y avoir, peut-être, on ne sait pas, on voit bien que tout ça va se tendre dans un moment où l'énergie, elle va être compliquée à produire. Et s'il y a des choix à faire, eh ben, peut-être que ce sera sur l'utilité qu'on dira, bah, tiens, effectivement, ici, à tel moment, on va piloter l'énergie. Je ne suis pas un expert d'énergie, mais cette chose-là, c'est tout ça pour dire que si à un moment, l'industrie est invisible, elle est invisible aussi quand on prendra des choix. Et donc les entreprises, elles ont tout intérêt, ces entreprises, à répondre aux attentes des jeunes, à montrer la fierté qu'elles créent et à montrer l'utilité et la trajectoire, ce à quoi elles participent. Et voilà, je ne sais pas si ça répond trop à la question, mais en tout cas, dans ce monde de l'immatériel, l'industrie nous ramène au réel, mais elle doit le montrer et on l'a un peu perdu puisque l'industrie a eu tendance à ne pas trop parler. Nous ramène au réel et à ses compétences, évidemment à ces enjeux de formation, Sophie, qu'on a largement évoqués aussi depuis ce matin. Est-ce qu'on peut réenchanter une industrie uniquement sur des politiques industrielles larges, sur des politiques publiques et des investissements, ou est-ce qu'il faut remettre en avant les femmes et les hommes qui font l'industrie, ces métiers, ces gestes qu'on a évoqués, qui font l'industrie très concrètement? Et cette notion de compétence et de transmission et de partage de savoir-faire. Alors effectivement, on a beaucoup de discours politiques. Alors on évoquait le discours d'Emmanuel Macron depuis 2020, France 2030, beaucoup de dispositifs, de plans, le cloud souverain à l'échelle européenne. Et en même temps, peut-être, il y a
Ça, c'est le premier point. C'est que les discours sont nombreux. On a eu des discours sur l'industrie 4.0, l'opérateur augmenté. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ça a un petit peu fait flop, hein, cette notion d'opérateur augmenté. Il y a des métiers qui se transforment, mais on n'a pas vu une société industrielle vraiment accoucher de l'opérateur augmenté dans ses déclinaisons. Mais en même temps, sur nos territoires, je voudrais juste citer un chiffre moi, qui m'étonne toujours. En fait, on a 20 millions de visiteurs. On a eu 20 millions de visiteurs en 2022 concernés par les visites d'entreprise. C'est 30% de plus tous les ans. Vous avez le guide du routard en fait, de la visite d'entreprise. Alors, dans un pays comme la France qui aime beaucoup la route des vins, on a effectivement maintenant la route de l'industrie, ce que je trouve assez incroyable. Meilleur pour la santé. Meilleur pour la santé, bien sûr. Meilleur pour la santé, en plus. Mais ça rejoint ce qu'évoquait Grégoire, c'est qu'effectivement, on a bien en fait, cette envie physique de découvrir en fait, des centres de production, des biens physiques, ce qu'on produit, des métiers. On va aussi à la rencontre des métiers, en fait. Souvent, ça fait écho aussi à une histoire familiale. Et ces 20 millions de visiteurs, ils ne concernent pas, ils n'ont pas que des cheveux blancs. Je voulais l'évoquer, en fait. Il y a un intérêt croissant parmi la jeune génération. Donc cette incarnation, vous voyez bien que ça répond, on va dire aller rapidement pour faire un jeu de mots, un désir d'industrie, mais qui a peut-être encore besoin d'un autre niveau, c'est-à-dire qu'on écrire une histoire, écrire un récit. Je crois qu'on a le droit de citer Paul Ricoeur, hein, depuis qu'Emmanuel Macron le cite allègrement. Donc c'est ce qui différencie. On a des discours, mais il nous manque le récit. Le récit, c'est quoi? C'est des protagonistes, un début et une fin. Nos discours, en fait, dans une société numérique, sont hors temps. Donc, on a besoin d'ancrer dans le temps nos discours, en fait, de se donner des jalons dans la transformation industrielle et se donner aussi des protagonistes, j'ai envie de dire, réels, qui produisent et pas que des figures, entre guillemets, plutôt mondialisées. Figure mondialisée et aussi ce rapport national, évidemment, et territoire. On l'a largement évoqué tout à l'heure, et notamment avec Olivier, dans ce rapport État-territoire. Vous vous rappelez, vous faites le parallèle souvent avec une tradition de colbertisme, où on donne des grandes directions depuis l'État très centralisé, on soutient des filières, on a des politiques, des investissements. Est-ce que l'industrie aussi, et le salut de l'industrie va évidemment aussi passer par les territoires, par les proximités, par les savoir-faire extrêmement locaux? Il faut les remettre au centre du jeu, évidemment, les valoriser. Oui, alors effectivement, dans l'époque contemporaine, mais Elie Cohen l'avait fait dans les années 90, hein, quand il parlait de colbertisme, en fait, high-tech, on parle beaucoup de colbertisme. On ne va pas faire d'anachronisme, mais en fait, l'époque colbertiste, voilà, c'est d'abord une France dont les caisses, en termes de finances publiques, sont complètement vides. On a même dépensé 2 ans à l'avance, en fait, ce qu'il restait dans les caisses. Il ne faut pas l'oublier, donc petit point commun peut-être avec notre époque contemporaine. Par contre, on a un boom démographique, ce qui nous distingue peut-être de l'époque colbertiste. On a parlé de soutien notamment à la filière navale, de commande de 200 bateaux. Ce qui peut-être ce qu'on ne retient pas du colbertisme, c'est effectivement dans des secteurs d'excellence. Alors effectivement, on pense à la manufacture Saint-Gobain, mais on fait venir par exemple des maîtres verriers de Venise. C'est-à-dire qu'on fait venir en fait des savoir-faire d'excellence de l'étranger. C'est cette attention peut-être là à ces savoir-faire d'excellence qu'on nomme, je dis bien là les verriers. Aujourd'hui, on parle de compétences et de métiers, mais on ne les nomme pas. Nommer aussi ces métiers et leur transformation me semble aussi un point clé à l'époque contemporaine si on veut vraiment s'inspirer du colbertisme. Grégoire, peut-être pour terminer, c'est intéressant évidemment ce qui se joue derrière ces grands groupes, ces grands donneurs d'ordre. On l'a évoqué notamment aussi dans notre table ronde consacrée au porte-avions nouvelle génération. Nous avions Naval, évidemment, on a la Direction générale de l'armement et nous avons nos entreprises sur les territoires. Donc derrière ces grandes aventures industrielles, derrière ces fleurons, ces grands groupes industriels, nous avons une cohorte évidemment d'opérateurs, de PME, de TI, de très petites entreprises parfois qui contribuent à ce récit et à cette réussite industrielle française. Il faut les remettre au centre du jeu également. Ben, il faut les remettre et il faut qu'elles prennent leur place aussi. C'est-à-dire que je reviens sur l'exemple des data centers. Effectivement, un data center, mais sans toute la chaîne de valeur, il ne sert à rien. Si à un moment la carte électronique qui va être mise dedans, on a perdu cette compétence et on ne sait pas qu'elle existe ou elle se, voilà. Et ben, à un moment, elle va se faire remplacer. Donc, c'est aussi prendre la place, c'est-à-dire derrière ces fleurons, c'est tout l'ensemble de la chaîne de valeur. Et donc, effectivement, on les connaît, ces fleurons, on les connaît tous, et ils sont peut-être un peu aujourd'hui un peu moins incarnés. Tu parlais tout à l'heure, on parlait d'incarnation, je pense, il y a les dirigeants, mais aussi les métiers, les savoir-faire. C'est intéressant dans la newsletter interne de montrer, donc, maintenant qu'on le fait dans l'entreprise, essayons de le faire aussi un petit peu dehors, de montrer cette réalité. Et cette réalité
terrain, ça fait un peu voilà, de revenir à ça, mais derrière les grands fleurons, il y a des entreprises. Olivier Landy disait, je crois que c'est 75% qui se fait dans les territoires sur la valeur à créer. Et ce qui est intéressant de voir sur les récits, c'est qu'en fait, on n'aura pas les mêmes. On l'a un peu vu ce matin aussi, c'est que on a fait, nous, à l'agence, quelque chose qui s'appelle le baromètre des narratifs industriels. Peu importe le nom, l'idée, c'était d'essayer de comprendre comment se structure l'opinion sur l'industrie. Et on a vu qu'il y avait différentes strates de prise de parole, c'est-à-dire qu'on ne va pas parler de la même façon quand on est au niveau européen, et Olivier Landy l'a redit ce matin, au niveau européen, au niveau France et au niveau territoire. Et nos entreprises de territoire ont un rôle à jouer aussi à chacun de ces échelons-là, mais il faut adapter son discours pour inventer ses récits et être dans cette réalité. Donc voilà, les grands fleurons et en même temps toute la chaîne de valeur qui doit prendre sa place. Récit sur la souveraineté industrielle et son impact sociologique avec Grégoire Courdet et Sophie Bretéchi. On peut les applaudir tous les deux. Merci.